Antoine Isambard et Pierre Gastineau, actuel et ancien rédacteur en chef du site d'investigation sur le renseignement qui s'appelle Intelligence Online. Vous avez publié tous les deux plusieurs livres sur le monde de l'espion. Le dernier est donc celui-ci, celui que j'ai, Les espions du président, secrets et échecs du renseignement sous Macron, aux éditions Albin Michel. Votre job à tous les deux, c'est de couvrir le métier le plus opaque du monde, les agents secrets, les espions, le renseignement, les coups tordus, comment on s'y prend et qui vous parle? Très bonne question, mais comme vous le disiez, en fait, ça fait des années qu'on le fait tous les deux. On doit cumuler 20 ans de couverture de ce monde du renseignement. Opaque. Opaque et à la fois Pas tant. Si, mais à la fois très régulé, avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'acteurs à l'intérieur, beaucoup d'acteurs à l'extérieur. Vous avez des prestataires, vous avez des contrôles parlementaires, vous avez... Ouais, mais il n'y a pas de service de presse, quoi. Des prestataires. Maintenant, si, il y a la DPSE. Maintenant, si, chaque service a Et maintenant même, un on service de sait, il y a un presse. référent dans chaque service qui gère les demandes de Qui gère la presse, mais on peut leur demander quoi? Est-ce qu'ils parlent facilement? Est-ce qu'on peut leur demander est-ce que lui c'est un espion? Ils vont répondre Il parle facilement, il ne révèle pas beaucoup de secrets, mais en tout cas... Ils parlent facilement pour dire no comment en général, D'accord, ok. quand on leur pose des questions. Alors, première révélation de votre livre, Macron adore les espions. Pourquoi? Alors, Macron, c'est quand même, je dirais, le premier président de la 5e qui a une relation assez décomplexée vis-à-vis du renseignement. En fait, ses prédécesseurs, notamment Hollande, Chirac, Sarkozy, étaient un petit peu, je dirais, impactés par le Rainbow Warrior. Il y avait une image un peu du renseignement qui pouvait être... ils étaient assez méfiants, qui pouvait être un peu une image barbouzarde, de pieds nickelés. Macron, c'est différent. Il avait 8 ans au moment du Rainbow Warrior. Il a connu les attentats de 2015 qui, en fait, ont permis de relégitimer un peu le renseignement vis-à-vis de l'opinion aussi. Voilà, c'était vraiment légitime d'avoir des espions qui vont enquêter sur l'État islamique pour empêcher des attentats. Et c'est également un fan du Bureau des légendes. Et voilà. Oui, alors ça c'est important. Il est fan de la série. Il est fan de la série. Et je dirais, voilà, Oui, d'accord, mais... On s'en fout, quoi, mais... Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Non, il aime voilà, le monde du secret, le régalien, et c'est vrai qu'en fait, dès qu'il arrive à l'Élysée, il multiplie par 6 les équipes de la Coordination nationale au renseignement, qui est en fait une sorte de superstructure qui conseille le président au niveau du renseignement. Et il y a, ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est que tous les soirs à 19h, il y a ce qu'on appelle le bulletin quotidien du renseignement, c'est une pochette rouge qui arrive dans le... Qui arrive de la DGSI et de la DGSE. Qui arrive de la Coordination nationale au renseignement, donc boulevard Marigny, c'est de l'autre côté de l'Élysée en fait. Donc elle traverse la route. Tous les soirs à 19h, il a une enveloppe rouge qu'il il ouvre et dedans il y a quoi? Il y a une synthèse des notes, enfin une synthèse de l'actualité. Extérieure ou intérieure? Les deux. Les deux. Et des notes additionnelles, donc de la DGSI, de la DGSE, sur différents sujets d'intérêt. En fait, dès qu'il a été élu, ces notes qui, sous ses prédécesseurs, n'étaient pas véritablement soit lues, soit annotées, où il n'y avait pas forcément de retour. Là, il y a eu un retour extrêmement fréquent avec des demandes très précises, préciser des demandes d'opération, des mesures d'entrave. Donc ça a assez surpris les espions et en fait nous ça a été le point de départ du livre, c'est qu'on a eu des témoignages donc, de gens qui ont vécu ça, qui nous ont dit il se passe quelque chose. Il est à bloc. Il est à bloc. Vous l'avez déjà vu ce dossier rouge? Oui, c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que vous l'avez déjà vu? On pourrait, non. non. Vous avez le droit de le dire. Non, mais peut-être un vieux. Peut-être un vieux. Des vieux, voilà. Donc pas si vieux en fait. Est-ce que les renseignements disent tout au président obligatoirement? Attends, Certaines infos sont cachées. je veux savoir ce qu'il y a dans ces trucs-là. Des feuilles? Non, c'est globalement, vous avez des points de situation, des arcs de crise, vous avez à peu près ce qui doit être connu du président, et vous avez aussi des propositions justement de mesures de réplique en fonction de la crise du moment et autres. Et lui annote en disant voilà, vu qu'est-ce qu'on peut faire sur ce dossier chaud-là, quelles capacités on a qui peuvent nous permettre de mieux en connaître, ou au contraire d'avoir une opération clandestine dessus. Donc c'est presque très technique, quoi. Tel espion russe, en fait, peut être présent en France. Telle opération d'espionnage économique américaine, iranienne, ce qu'on veut, a été détecté. Donc voilà, il y a tout un faisceau du nucléaire au contre-terrorisme à l'espionnage plus traditionnel. Ça balaye tout le spectre. Mais donc, qui est le vrai patron? Est-ce que les renseignements extérieurs et intérieurs disent tout au président ou certaines infos sont gardées confidentielles et même le président ne les connaît pas? C'est pas tellement de tout dire, c'est de faire remonter en tout cas ce qui est opportun de faire remonter. Est-ce que tout est remonté en temps réel? Sous Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est la centralisation du pouvoir. On le voit dans à peu près tous les secteurs politiques. Oui. Et donc, en fait, vous avez une C'est lui le patron ou pas?
C'est vraiment lui le patron. Et ce qui est intéressant dans le renseignement par rapport, par exemple, au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, c'est que vous voyez les effets de vos choix dans le renseignement très rapidement. C'est-à-dire que c'est une administration, fondamentalement c'est une administration, mais c'est une administration très loyale, très rapide. Ce qui fait que quand vous ordonnez une politique, quand vous ordonnez une priorité, quand vous ordonnez une action clandestine, vous avez le résultat, d'ailleurs succès ou échec, mais vous avez le résultat tout de suite. Donc ça plaît beaucoup quand vous avez envie de tenir la bride très courte de vos espions ou de votre politique, alors que, par exemple, dans l'éducation, s'il faut que ça passe au Parlement, il faut que ça descende dans toute l'administration jusqu'au professeur dans son école, c'est très très long et lent, et on est aussi peu crédité de sa réforme ou autre. Là, dans le renseignement, sa réforme, elle est généralement assez rapidement appliquée, et en plus, on a les effets de sa propre politique très rapidement. Et, question con, est-ce qu'on est bon? Alors, par rapport aux Anglais, par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, aux Russes, est-ce qu'on est bon? Ça dépend dans quel champ on se pose. Moi, je sais qu'on avait interrogé il y a quelques années les anciens patrons de la CIA, John Brennan et Jaina Aspel, qui classaient en matière notamment de contre-terrorisme, et notamment sur l'Afrique, la France comme l'un des 3 meilleurs services de renseignement. Avec les Anglais? Ils ne nous avaient pas dit lesquels, mais on peut imaginer, oui, le Mossad aussi peut être très bon, mais en tout cas sur le volet contre-terrorisme, Israël, pour eux, la DGSE était considérée comme l'un des 3 meilleurs. On dit souvent que la DGSE est très bon pour faire du renseignement humain, pour travailler des sources sur le long terme, et notamment dans les pays, enfin au Levant par exemple. Voilà. Après, c'est compliqué aujourd'hui d'évaluer. On voit qu'en espionnage économique, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Macron a décidé que c'était une des priorités. Et je dirais vous dites qu'il adore ça. Il y a un chapitre là-dessus sur l'espionnage économique. Il adore ça. En fait, il est passé par Bercy. Et déjà, c'est un banquier d'affaires. Il est passé par Bercy après. Et c'est à Bercy où il a quand même pris, je dirais, conscience que la France était aussi soumise à de l'espionnage américain, chinois, qui avait des cyberattaques. C'était une époque qui était vraiment, où la France et l'Europe étaient ciblées, notamment par la Chine. Donc il s'est initié à ça à ce moment-là. Et quand il est arrivé à l'Élysée, l'une de ses priorités très rapidement, ça a été de dire on doit se réarmer sur l'espionnage économique. On n'est pas assez bon. Les Américains, les Chinois et d'autres puissances en fait arrivent trop facilement à dérober des technologies, voler des brevets, racheter des PME, mener des cyberattaques. Et nous, on y arrive aussi ou pas? Ouais. On y arrive, mais ce qui relève de l'offensif, enfin on en parlait avec Pierre aussi, c'est toujours plus compliqué d'afficher ses trophées sur de l'offensif, parce qu'on ne dévoile pas ses sources, parce que si vous révélez que vous avez réussi à recruter une source, par exemple, au sein de l'état-major iranien, ou moscovite, ou en Chine, vous pouvez dévoiler comment vous y êtes parvenu, donc ça c'est quand même, on a moins d'infos. Il y a des espions à Moscou. Des espions français? Oui. On espère, ça serait mieux quand même. Après, est-ce qu'il y a des sources au Kremlin? Est-ce qu'il y a des sources françaises au Kremlin? Voilà, c'est un peu compliqué à répondre. Moi, j'aime bien l'anecdote qu'un ancien responsable Russie du MI6 m'avait raconté il y a longtemps, où un jour, il est très fier parce que son service, le MI6, a réussi à recruter une source au Conseil de sécurité nationale russe, et il est vraiment genre « Ah, génial ce qu'on va faire, je vais aller voir les mecs de la CIA, ils vont être bluffés, on est trop forts, nous les Anglais », et il arrive à l'anglais au siège de la CIA, et il leur dit « Ah voilà, monsieur X, maintenant il travaille pour nous, si vous voulez, on peut vous l'aider ». Et son homologue de la CIA lui répond « Ah oui, mais il travaille déjà pour nous. » Ouais, d'accord, okay. Juliette, tu t'intéressais au chapitre justement sur la Russie. Comment Macron a vraiment cru pouvoir influencer le président Poutine? Oui, vous avez même intitulé ce chapitre « L'échec russe du président » entre 2017 et 2022. Emmanuel Macron s'est toujours convaincu qu'il pouvait parler d'égal à égal avec Vladimir Poutine. Son idée, remettre la France au centre du jeu, mais surtout rouvrir le dialogue avec la Russie. C'est ce que vous appelez d'ailleurs la stratégie de Brégançon, du nom de cette rencontre très médiatisée en 2019 dans le Var, où Macron accueille Poutine avec le sourire et un espoir, celui de renouer la confiance. Tout va bien ? Voilà, tout va bien, sauf que pendant que Paris croit encore au compromis, Moscou, eux, ils avancent leur pion. Les services français, eux, sont partagés, vous le dites dans le livre. Certains pensent que Moscou pense que la Russie voit la Russie comme une menace, d'autres voient la Russie comme un partenaire. Et Macron, lui, reste pas persuadé que la diplomatie peut encore sauver la paix. Il va même aller au Kremlin quelques jours avant la guerre. On se rappelle cette image historique, le 7 février 2022. Macron joue encore la carte de la proximité avec Poutine. Ce dialogue est nécessaire car c'est le seul qui permet, à mes yeux, de bâtir une vraie sécurité et stabilité pour le continent européen.
Et 2 semaines après ces images, la Russie va envahir l'Ukraine. C'est ce que nous, on appelle la chute de la stratégie de Brégançon. Pourquoi ils ont été mauvais là-dessus? Alors moi, je ne trouve pas qu'ils ont été mauvais sur le fait d'essayer de tenter tout ce qui était possible diplomatiquement. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est à partir du 24 février au matin, où ce qu'on raconte dans le livre, c'est-à-dire un peu tous les résultats de l'invasion. On voit un peu tout ce qu'on nous raconte, c'est des conseillers un peu hagards le 24 au matin, après que Vladimir Poutine ait finalement décidé d'envahir l'Ukraine. On voit aussi des services de renseignement qui sont convoqués à l'Élysée, qui doivent tous un peu dans l'impréparation la plus totale, faire des listes d'oligarques à sanctionner, qu'est-ce qu'on peut faire contre la Russie. Donc l'échec, pour moi, il n'est pas d'avoir tenté la voie diplomatique, il est le fait qu'il n'y a jamais eu un plan B qui a été prévu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on était tellement sûr... C'est à qui de l'imaginer, ce plan B? C'est au service, c'est à la présidence, c'est-à-dire que personne s'est dit, OK, mais donc si la stratégie de Brégançon, de ne pas avoir prévu une seule fois de se dire, et si? Oui. Et si il le fait, qu'est-ce qu'on a de prévu? Les Américains le disaient. Les Britanniques aussi. Mais il y avait au sein des services français en fait tout un problème de se dire est-ce que donner raison aux Américains, c'est avouer que finalement on est faible aussi. Okay. Et donc il y a différents courants qui se sont un peu percutés. Mais moi je dirais que ce que vous dites, c'est tout le paradoxe en fait de Macron, c'est le en même temps. On a à la fois quelqu'un qui a eu le piratage d'En Marche en 2017 par les Russes. Et quand il arrive 2 ans plus tard, donc en 2019 à Brégançon, il dit on va tendre la main aux Russes, alors qu'on sait pertinemment que les Russes sont extrêmement agressifs, ils mènent des opérations, notamment tentatives d'assassinat en Europe. Tout le monde lui dit la Russie est une menace, lui ne veut pas y croire, il pense que par son charme, son ego, il va ramener Poutine à ses désirs, à sa volonté, comme il l'a fait avec Xi Jinping, comme il a voulu le faire avec Trump. Comme Trump l'a fait avec Poutine aussi. Et ça a été le cas en fait sur d'autres dossiers. Enfin, on l'a vu aussi sur l'Algérie et le Maroc, où d'un moment il y a eu le pari de l'Algérie, puis 2 ans plus tard ça a été le Maroc. Et en fait, ces paris diplomatiques qui ont été perdus percutent aussi le temps du renseignement. Le renseignement, c'est du temps long. Recruter des sources humaines, notamment dans des hauts niveaux de pouvoir, ça prend du temps. Et quand finalement la boussole n'est pas celle qui devrait guider l'action des services, ça peut poser problème. Et ça nous a été remonté. Et c'est vrai, c'est un manque de cap stratégique qui a été fixé et un peu des volte-face régulières sur certains sujets. Juliette, une autre partie du livre t'a intéressée, celle sur Sainte-Soline. Malgré les infos des services de renseignement, le gouvernement n'a pas su éviter les débordements à Sainte-Soline. Oui, c'est une des rares parties sur le renseignement territorial, sur ce qui se passe en France avec l'exemple de Sainte-Soline. Tout le monde se rappelle de ces images. On est en octobre 2022. Des affrontements ont lieu entre des militants radicaux opposés à la construction d'une méga-bassine et les forces de l'ordre, les gendarmes en plein cœur de la campagne française. La violence d'ailleurs fera 200 blessés côté manifestants et 47 côté gendarmes. Et pourtant, dans votre livre, vous expliquez que tout cela aurait pu être évité car plusieurs semaines avant les affrontements, des espions ont été mobilisés et ont alerté les autorités sur l'ampleur du rassemblement, les risques de débordement, les profils de personnes à suivre en priorité, le nombre de manifestants ou des cortèges attendus, ou encore la stratégie mise en place par le collectif Les Soulèvements de la Terre. Et un cadre du ministère de l'Intérieur vous a même confié dans votre livre, ceci. Comment a-t-on pu en arriver là alors que les services avaient fait remonter toutes les informations possibles et imaginables ? Alors moi, j'ai une question. Comment ça se fait, dans votre livre, vous le dites à chaque fois, les renseignements avaient toujours les informations et pourtant, à chaque fois, ça déraille. Comment c'est possible? Ça, c'est un grand classique du renseignement et on l'a vu aussi sur le 7 octobre en Israël. C'est que souvent, les informations remontent. C'est l'utilisation et l'analyse du renseignement qui n'est pas percutante et judicieuse. Et là, ça a été un petit peu le cas. Mais je dirais, ce qui pour nous est assez problématique sur cette aventure périlleuse sur l'écoterrorisme, c'est que Emmanuel Macron, quand il est élu, il nomme tout un tas d'hommes respectables, de préfets, l'une des priorités est de ne pas faire du renseignement politique. Il y a une volonté d'échapper à ça. Il y avait les souvenirs notamment sous Nicolas Sarkozy avec ce que la DCRI avait pu faire. Et donc, il y a vraiment une volonté d'éviter ça. Et en fait, avec l'écoterrorisme, ça a été un peu une fuite en avant en voulant criminaliser des mouvements radicaux et en les traitant comme des djihadistes ou des terroristes, sans aucun fondement juridique. Et le ministre de l'époque, en l'occurrence Gérald Darmanin, a clairement demandé aux services d'enquêter, de fournir des éléments et de documenter quelque chose qui n'était pas à l'époque, je dirais, forcément palpable. Donc on a été dans une orientation assez politique du renseignement et qui pour nous, c'est une dérive, la politisation du renseignement, c'est une dérive qu'on voit dans les pays autoritaires. Donc voilà, le voir en France, c'est quand même un peu gênant. Alors, il y a plein d'autres choses dans le livre, à vous de les découvrir. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que le président peut être espionné par des espions français au sein de l'Élysée ?
peut lui-même être espionné par ses propres services. L'espion qui est entré, il serait audacieux, particulièrement audacieux. Vous avez plein de procédures de contrôle. Donc si vous commencez à écouter vous-même... Alors comment on se protège des espions ? Oui, t'as raison. Oui, comment on se protège des espions ? Comment on sait que quelqu'un... Sinon, on a une source en Russie. Est-ce que la Russie peut avoir une source à l'Élysée ? C'est le travail de la DGSI et du contre-espionnage. Est-ce qu'il y a une top à l'Élysée ? Oui, c'est ça. la question. Ouais. On n'a pas cette C'est information. votre prochain livre. Est-ce qu'il peut y avoir une taupe à l'Élysée ? Ah, bien sûr. Comme il peut y avoir une taupe à la Maison-Blanche, comme il y a des taupes au Kremlin, comme il y a des taupes partout. Oui, globalement, vous avez des taupes, d'ailleurs, vous avez des taupes conscientes ou des taupes inconscientes. Une taupe consciente, une taupe inconsciente. Vous pouvez avoir quelqu'un qui aime beaucoup raconter dans les dîners en ville ce qu'il fait à l'Élysée, et qu'en fait, la personne qui le fréquente... Donc elle n'est pas payée, elle. Lui, par exemple, la personne qui fréquente peut être payée, donc par une puissance étrangère. C'est le principe même des matrioshkas, des petites poupées russes. C'est que vous n'êtes pas forcément directement vous-même un espion, mais vous pouvez devenir une source à votre corps défendant. Quand on fait votre job, on voit des espions partout à un moment. Ça rend, comme les espions eux-mêmes, ça rend paranoïaque, mais à la fin, le paranoïaque finit toujours par avoir raison.